la France est la seule puissance nucléaire européenne et que donc elle va déployer dans le cadre de l'OTAN. On va y revenir avec vous, Général Richoux, Gallagher Fenwick, Thierry Volton, merci beaucoup d'être avec nous. Et donc, déploiement de ce porte-avions, c'est une ville, quoi. On déplace une ville. Oui, là c'est complètement une ville. Et donc ça c'est le symbole de l'excellence du savoir-faire français. Il faut savoir qu'il y a deux nations qui sont capables de fabriquer des porte-avions nucléaires. Il y a les Américains, bien entendu, et puis les Français. Et on est au niveau des Américains, clairement. Donc en fait c'est un petit peu comme les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. C'est un condensé de technologies absolument invraisemblable et qui est partagé entre deux nations. Les Britanniques ont des porte-aéronefs, c'est-à-dire, vous savez, il y a une inclinaison de pont d'envol pour permettre aux avions de décoller. Les Chinois, c'est la même chose. Personne n'a de porte-avions nucléaire à part ces deux puissances. Donc c'est véritablement un vecteur de projection de puissance. Quand on déploie le Charles de Gaulle, c'est un symbole fort. Et puis c'est un symbole aussi de notre capacité à nous déplacer n'importe où dans le monde. Rappelons quand même, je voudrais finir par là, que la France a le deuxième territoire maritime mondial. On ne le sait trop peu. Et donc c'est la raison pour laquelle nous entretenons une marine tout à fait importante. Est-ce que ça a un rapport avec la guerre ? Est-ce que c'est dans ce contexte, parce que nous sommes dans un contexte de guerre en Europe, et déployé aujourd'hui ce porte-avions? On n'est pas dans un contexte de tension, en tous les cas. L'OTAN n'est en conflit avec personne. Non, mais nous ne sommes pas en guerre, mais il y a la guerre. Oui, bien sûr, mais l'OTAN n'est en conflit avec personne. Là, nous nous déployons au sein de l'OTAN. Rappelons que la marine française se déploie au sein de l'OTAN depuis la création de l'OTAN. On a des sous-marins, des frégates. La marine est une armée qui est interopérable depuis 60-70 ans, absolument sans problème. Maintenant, c'est vrai que c'est la première fois que l'on délègue le Charles de Gaulle pour participer à une mission. Moi, ce qui me semble tout à fait normal et qui n'est en aucun cas, comme on l'entend dans certains cercles politiques, un abandon de souveraineté ou quoi que ce soit. Vous répondez à l'avance à des contestations dont on va parler dans un instant, évidemment. Mais d'abord, regardez cette fiche d'identité du porte-avions, donc qui 40 aéronefs à peu près. Porte-avions nucléaire français, 261 mètres, 64 mètres, 3000 marins à bord. On l'a dit, des frégates, un sous-marin nucléaire qui l'escorte, des avions à bord. Oui, et il y a toute une flottille aéronavale. Il y a une escadre aéronavale qui l'accompagne parce que c'est vulnérable un porte-avions. Donc il faut le protéger dans l'air des menaces aériennes, sous-marins. Donc il y a des sous-marins, etc. Il y a des frégates anti-sous-marines. Il y a des sous-marins également d'attaque nucléaire à propulsion nucléaire et qui sont capables de détruire les sous-marins adverses. Donc il a une espèce de bulle qui le protège lorsqu'il se déplace. C'est assez fascinant. C'est complètement fascinant. On peut le dire. Voilà. Même si on n'est pas fan Amélie, comme on disait avant, c'est quand même considérable comme mouvement. On va en parler dans un instant avec Pascal Hausseur, qui est directeur général de la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques. Mais Gallagher. Non, votre première question m'a beaucoup plu sur l'aspect ville flottante. Il y a eu un très joli sujet ce week-end, je crois, d'Estelle Wister Lefebvre sur TF1, justement, qui nous fait visiter en fait certaines parties du Charles de Gaulle, comme elle l'avait fait pour justement les SNLE, les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, où on voit, moi ça me fascine toujours, un bloc opératoire entièrement stérile. Tout cela, il faut rappeler qu'il a été en cale sèche pendant plusieurs mois, parce qu'il y a eu un grand travail de réfaction qui a été fait. Et puis la vie à bord, quelque chose des aspects fascinants, il ne faut pas oublier que beaucoup des marins en fait ne voient pas la lumière pendant des jours et des jours, c'est-à-dire qu'ils ne sortent qu'une fois tous les 10 jours. Et qu'est-ce qu'on les voit faire dans ce fabuleux reportage? Des séances de sport, parce qu'ils profitent de voir la lumière du jour et de pouvoir un peu se mouvoir, exercer leur corps, parce qu'ils sont quand même dans un environnement assez confiné le reste du temps. C'est une machinerie extrêmement complexe. Il y a, je crois, un quart du personnel qui est très jeune et donc qui n'a jamais navigué à bord du Charles de Gaulle. Donc il faut également former ce personnel et puis il faut créer, un peu comme autour de ce plateau, un sentiment de cohésion, d'équipe, d'entente, parce qu'il faut que ces 3000 personnes, elles aillent toutes dans le même sens et particulièrement en cas de menace avérée. Alors, l'annonce de cette mission sous drapeau, si je puis dire, otanien pendant 15 jours, qui est une première pour le Charles de Gaulle, a créé la
polémique. D'abord par ce tweet du leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, qui a dénoncé une vassalisation affichée. Tristesse, vassalisation affichée, voilà ce qu'il avait formulé comme critique. Et Éric Coquerel, qui était l'invité, lui aussi, on le sait, un des responsables de la France Insoumise, qui était l'invité de LCI ce matin, de TF1 ce matin, répond. J'observe que pour la première fois, ce porte-avions va passer sous commandement de l'OTAN, donc c'est un problème. Bien que nous défendons l'idée d'une France non alignée, d'une France qui poursuit une politique indépendantiste en faveur de la paix et qui donc, à un moment donné, ne continue pas à rentrer comme ça dans une vision très campiste, très d'affrontement entre blocs qui est aujourd'hui le paysage du géostratégique qui se dessine dans le monde. Donc nous pensons que la France ne doit pas faire ça. Voilà, Monsieur Hausseur, vous êtes avec nous. Merci infiniment, Pascal Hausseur. Je rappelle, directeur général Fondation méditerranéenne d'études stratégiques. Avant de comprendre si c'est un signal envoyé ou pas à Poutine, ce départ, est-ce qu'on est en train de bazarder, si vous me passez l'expression, notre souveraineté ? Moi, je pense pas. Je pense qu'on s'adapte à un monde qui a complètement changé. D'abord, premier point, comme ça a été dit, le fait de mettre le porte-avions sous un commandement ou sous contrôle opérationnel de l'OTAN ou d'un état-major qui lui-même est américain, mais lui-même dans la chaîne de commandement OTAN, ça n'est pas renoncer à notre contrôle sur le porte-avions. C'est simplement mettre un outil militaire dans une chaîne de commandement interalliée qui s'organise pour pouvoir travailler ensemble. On l'a fait avec des moyens aéroterrestres en Afghanistan, dans les Balkans, de longue date. On l'avait pas fait avec le porte-avions parce qu'il y a un signal politique. Et c'est là que peut-être qu'on peut se retrouver dans l'analyse. Il y a un débat politique et qui est normal, à mon avis, qui est le fait de mettre un porte-avions sous un commandement OTAN, une fois encore, militairement, ça ne change rien. Sur le plan du contrôle de nos moyens, ça ne change rien, mais évidemment, c'est un geste politique. C'est un geste politique qui, à mon avis, répond à un environnement stratégique qui a complètement changé. Et aujourd'hui, bien sûr qu'on a une menace très forte à l'est de l'Europe avec la Russie, qui concerne pas simplement l'Ukraine, qui concerne l'Europe de l'Est et donc qui concerne l'Europe en tant que telle. Et la France est un pays européen et la France ne peut pas ne faire comme s'il ne se passait rien à l'est de l'Europe. Donc s'il y a un débat politique qui me semble pas, moi, choquant, Mais pardon, Pascal Hausseur, pardon, pendant ces 15 jours où, encore une fois, le porte-avions est sous commandement de l'OTAN, est-ce que la France n'a pas, pour dire les choses, n'a pas son mot à dire quant à l'utilisation du porte-avions ? Ou est-ce qu'elle peut récupérer le commandement si elle le demande, à la seconde où elle le demande ? À tout instant. À tout instant. De toutes les façons, et ça c'est vrai pour le porte-avions comme c'est vrai pour les moyens aériens qui sont mis sous commandement de l'OTAN ou qui ont travaillé en Afghanistan sous commandement de l'OTAN, à tout instant, les moyens militaires français sont récupérables et ne font aucune mission que la France ne cautionnerait pas. Donc le contrôle national, il est permanent. Il est permanent. En revanche, c'est vrai que mettre ce bateau et ce groupe aéronaval dans une chaîne de commandement de l'OTAN, c'est pas neutre. La preuve, c'est que ça n'avait pas été fait avant, et ça n'a pas été fait avant parce que l'environnement stratégique n'était pas le même. Et moi, il me semble tout à fait légitime de s'adapter et d'adapter notre posture militaire et politique à un environnement qui évolue considérablement, et ça on ne peut pas le nier. Restez avec nous, Général Richaud. Ouais, alors déjà, ça me permet de saluer Pascal Hausseur, que j'ai croisé dans une autre vie. Oui, je voulais simplement dire, effectivement, le contrôle, il reste absolument total. Moi, un plus petit niveau, lorsque j'étais en Afghanistan, j'ai commandé l'opération Pamir 9. À l'époque, il y avait juste un colonel avec un bataillon, un gros bataillon, sur le terrain en Afghanistan. J'étais sous commandement de l'OTAN, j'avais un général qui était allemand au sein
sein de la brigade franco-allemande, et ensuite il y avait le commandement de l'ISAF. C'était un commandement OTAN intégré complète. Et bien je peux vous assurer que chacun des ordres que je recevais était cadré en vidéoconférence tous les matins à 11h du matin, et j'ai été amené à refuser des ordres qu'on me donnait parce qu'elles ne cadraient pas avec le plan politique. Donc le contrôle de la France reste absolument total à tous les moments, même quand on est sous OPCON, c'est-à-dire sous contrôle opérationnel. Donc ça c'est vrai aussi, mais bien entendu. Qui sont portés par, en l'occurrence, la France insoumise, mais à l'extrême droite on peut retrouver les mêmes réserves, les mêmes critiques, elles sont absolument elles sont infondées. C'est de la gesticulation politicienne qui est absolument indigne quand on prétend être des responsables politiques de premier plan. Non, en réponse à votre question, Elisabeth, je voulais citer le vice-amiral français Didier Malter qui dit à tout moment on peut récupérer le mandat, donc je cite, et en un claquement de doigts récupérer le commandement national en cours d'opération si nécessaire. Donc, je pense qu'il ne faut pas s'imaginer que la France jette les clés du Charles de Gaulle à je ne sais qui, et puis si on allait dans la cabine de pilotage, on verrait des Grecs et des Américains en train de jouer avec toutes les contrôles. Qu'est-ce qu'il y a, me semble-t-il, derrière le discours de la France insoumise? Je pense que c'est juste à nouveau une manifestation sur ce sujet d'anti-américanisme primaire, parce que OTAN égale États-Unis, et c'est de manière un peu insidieuse faire passer l'idée qu'on est en train de filer le Charles de Gaulle aux Américains, qui, soit dit en passant, sont les tout premiers à avoir fait passer un porte-avions sous commandement otanien, les deuxièmes étant, me semble-t-il, les Britanniques, et enfin à nous de le faire. C'est effectivement un symbole politique fort, parce que c'est une décision politique, celle d'un engagement auprès d'une alliance, et c'est dans cette logique-là qu'il faut le comprendre, et pas du tout dans une logique de vassalisation subie qui nous serait imposée par des pays qui sont nos alliés. L'OTAN, c'est nous, et c'est notre défense, et c'est avec cela qu'on pèse au sein de cette alliance. Voilà donc le porte-avions Charles de Gaulle, vous le voyez, là il a pris sa vitesse de croisière. Pas encore. Non, il sort de la rade. On le voit, il est tracté encore. Oui, je crois que le pilote qui est toujours... Ça peut faire quasiment du 40 nœuds. Il est encore tracté ou pas par... Oui, on le voit devant. Il doit y avoir pour sortir de la rade, il doit être tracté, je pense. Alors, je ne suis pas un spécialiste, mais... Pascal Hausseur, vous nous confirmez, là, il est en train de partir lentement mais sûrement. Il est en train de partir lentement et sûrement. À mon avis, les remorqueurs ont été lâchés. Ils l'accompagnent simplement pour la sortie de la rade de Toulon. Dès qu'il sera sorti de la rade, il prendra, pour le coup, une vitesse plus opérationnelle. Il va. Vous savez, c'est une énorme. Le porte-avions, c'est en fait le groupe aéronaval. Donc c'est un groupe de bateaux qui va entre 5-10 bateaux. Ça a été évoqué tout à l'heure, avec des sous-marins, avec des aéronefs. Donc c'est une énorme machinerie extrêmement complexe. Peu de pays ont cette capacité. Et d'ailleurs, un porte-avions de ce type-là, c'est-à-dire un porte-avions qui est capable de catapulter des avions lourds qui peuvent aller très loin, il n'y a que la France et les États-Unis aujourd'hui qui savent le faire. Donc véritablement, il y a un savoir-faire exceptionnel. Les Britanniques, avec leur tradition quand même maritime extraordinaire, ils n'ont pas du tout le même armement, Pascal Hausseur. Non, pour l'instant, cette capacité à ce niveau d'opérationnalité, cette capacité qui est de catapulter des avions qui n'ont pas de rampe pour les aider à décoller, ce qui permet de mettre des avions beaucoup plus lourds, ça veut dire beaucoup plus armés, et en même temps avec du carburant en plus grande quantité, ça permet d'envoyer des avions beaucoup plus loin, pour faire des missions de reconnaissance ou de bombardement très très loin. Et aujourd'hui, il y a la France et les États-Unis. Et la Russie a très longtemps, et la Chine essaye de développer cette capacité, et pour l'instant, aucun de ces deux pays n'a réussi à avoir cette capacité opérationnelle. Donc ce que ça veut dire, c'est que cette machinerie du porte-avions et de son groupe aéronaval, c'est une énorme machinerie qui doit s'entraîner tout le temps. Le bateau s'est arrêté pendant plusieurs semaines pour une période de réparation. Donc là, on rentre dans une phase de réentraînement opérationnel, et le fait que ça soit interalliés, c'est-à-dire avec d'autres pays européens, et là je crois qu'il y a une frégate américaine qui entoure le porte-avions, ça participe aussi de ce savoir-faire d'interopérabilité qui est clé. Et une fois encore, je reviens sur l'idée initiale qui est une idée politique, mais à mon avis qui est tout à fait pertinente. On est dans un monde qui se durcit, un monde où non seulement les intérêts français mais les intérêts européens sont mis en cause
très régulièrement, de façon très explicite, il est tout à fait légitime que les Européens se mettent entre eux, avec, en l'occurrence là, un allié européen, un allié américain, mais parce que la défense de l'Europe, elle se fait aussi à travers l'OTAN avec le soutien des États-Unis, et le message qui est passé notamment aux Russes, mais pas seulement aux Russes, à tous les gens qui nous regardent autour, et je sais que le monde est tendu actuellement, c'est le message que les Français, avec les Européens, avec le soutien américain à travers l'OTAN aujourd'hui, ont développé des capacités de défense et d'action de très haut niveau. Et je pense que aujourd'hui, vu l'ambiance stratégique, j'allais dire, c'est pas un luxe. Et je pense qu'il faut montrer notre force pour que les gens réfléchissent à deux fois. Est-ce que c'est un rapport avec le durcissement du discours français, du discours d'Emmanuel Macron qu'on a noté? Il a parlé de l'envoi de troupes en particulier. C'est en ligne avec ça? Oui, mais c'était Je pense que d'une manière générale, le monde se durcit. Tous les observateurs le voient. C'est vrai, regardez ce qui se passe au Moyen-Orient, regardez ce qui se passe en Ukraine, mais regardons ce qui se passe dans notre Sud également. On est dans un monde qui se durcit considérablement. Moi, ça fait plus de 40 ans que je suis dans les affaires militaires et de sécurité. Je n'ai jamais vu autant de tensions militaires autour de nous. Et donc, il est tout à fait de bon sens de nous assurer nous-mêmes que notre capacité militaire est à peu près à la hauteur pour répondre, pour dissuader, parce que finalement, qu'est-ce que c'est? Montrer sa force, ça permet de faire réfléchir les gens qui envisageraient éventuellement d'utiliser la force contre nous. Et c'est ça, gagner la guerre avant la guerre, hein, c'est montrer ses muscles pour pas avoir à s'en servir. La Méditerranée qui scintille alors que le porte-avions s'en va. Progressivement de la rade de Toulon, Gallagher. Non, bien sûr que c'est un symbole très très fort. Vous savez, en pleine période où je pense certains de nos responsables et le président appellent à réarmer, essayent de faire revenir l'idée de la guerre dans l'imaginaire collectif, il va de soi que cette décision qui est inédite, celle de faire passer le Charles de Gaulle sous commandement ou tutelle otanienne, joue de cela. Il est déployé dans le cadre d'une mission dite de vigilance. Rappelez que l'Alliance est avant tout à vocation, et uniquement, j'allais dire, à vocation défensive. Il y a aussi, et ça nous renvoie au sujet précédent, celui qu'on a abordé avec l'annonce de la Pologne concernant leur souhait d'accueillir l'arme nucléaire otanienne, c'est du signalement stratégique également, parce qu'il y a une dimension nucléaire derrière tout cela. Donc bien sûr que tout cela s'inscrit dans ce contexte. Une dernière chose, vous ne souhaitez pas être trop atlantiste ou vous aligner, comme disent certains, sur les Américains, eh bien, votez les crédits afin que l'Europe puisse se doter d'une armée digne de ce nom et que nous puissions être le fleuron, non pas au sein de l'OTAN, mais d'une défense proprement et uniquement européenne. Vous voulez vous lancer en politique, Alex? Oui, j'ai l'impression que Gallagher vise une... Non, mais je fais les sujets du moment. Non, mais je plaisante. Mais là, je veux simplement dire, reprendre une phrase de M. Coquerel qui dit la politique indépendantiste de la France. Je voudrais savoir ce que ça veut dire, compte tenu que nous sommes quand même membres de l'Alliance Atlantique, donc nous sommes membres d'une alliance, donc on n'a pas une politique indépendante. Alors éventuellement on pouvait dire ça lorsque le général de Gaulle a quitté le commandement intégré en 1966, mais ce commandement intégré a été réintégré par Sarkozy, je ne sais pas quelle année exactement, 92 non de mémoire. Oui, c'est ça à peu près. Oui, c'est ça. En tout cas, la présidence de Sarkozy. Donc voilà, on est membre de ce commandement intégré, et donc on fait partie d'une alliance, et dans cette alliance, on s'entraîne, et c'est normal. Et heureusement d'ailleurs, moi je suis pas du tout militaire et j'y connais rien d'ailleurs dans la matière, mais enfin, j'imagine que compte tenu des différences de commandement, des mœurs, des matériaux, etc., on a de tous les membres de l'OTAN, on a intérêt à s'entraîner, parce que sinon le jour J, ça va vite de partir dans tous les coins. Non seulement on s'entraîne, mais on a exactement les mêmes procédures. Oui. Moi, j'ai fait mon école de guerre, par exemple, en Allemagne, et j'étais capable de commander un régiment allemand aussi bien qu'un régiment français. On utilise exactement les mêmes cadres d'ordre. Et la plus interopérable de nos armées, c'est vraisemblablement la marine qui navigue depuis le début de la création de l'OTAN avec les forces de l'OTAN. Et je rappelle que la France, quand même, est une nation créatrice de l'OTAN. Alors quand on explique qu'il faut être non aligné, mais je veux dire, ils vivent dans quel monde ces gens-là qui nous expliquent que indépendantiste ça veut rien dire, vous l'avez dit, et puis ensuite être aligné. Moi, je tiens simplement à exprimer ma très très grande fierté quand je vois le Charles de Gaulle partir. Voilà, ça c'est le général qui parle. Il est assez vieux, faut dire ce général. Merci beaucoup Pascal Hausseur d'avoir été avec nous.
Passionnant de vous entendre, évidemment, là aussi, sur les enjeux. On peut considérer qu'il est en rodage, là, le porte-avions, après les 8 mois où il a fait tous il est les opérationnel, exercices. là. Il est complètement Oui, opérationnel. il est parti, là, il est en opération, là. Oui, D'accord. oui, Il a été en rodage un peu avant. D'accord. Non, il est parti, mais il fait des essais à la mer quand il sort de son D'accord. grand entretien, mais 8 là, il mois, part. quand Là. même. Là, il fait la guerre, là. Il est prêt à faire la guerre. là, il est prêt à y aller. Donc, voilà, il part, là, vraiment. Non, les équipes doivent retrouver quand même certains automatismes qui ont été en partie perdus pendant les 8 mois qu'il a passé en Kelchès. Automatismes quand même. sur le C'est la première Charles- fois qu'il oui, prend sur- la mer. sur le Charles de Gaulle. Pour une mission donc de 15 jours, de 6 semaines en tout, mais de 15 jours sous commandement OTAN. Mais il a fait des entraînements Mais il a depuis l'entraînement, ouais, ça depuis permettait. après ces 8 mois de cale sèche. Merci.